Bonsoir à tous, bienvenue dans LFNA TV, votre magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du football en Nouvelle-Aquitaine, football professionnel et amateur. Gros programme une nouvelle fois ce soir, un programme détaillé dans le sommaire avec Victor Pérez-Boucheron. La Ligue 2 avec la victoire des Girondins de Bordeaux samedi face à Guingamp. Pau se rassure contre Valenciennes et Niort coule à Amiens. En National 2, la belle opération pour Bergerac-Périgord face au Stade Bordelais. La défaite pour Trélissac et enfin la victoire pour Angoulême-Charente FC. Tous les buts dans un instant. La Coupe de France à l'honneur la semaine dernière avec le tirage du 4e tour. Nous vous emmènerons dans les coulisses du siège de la Ligue, c'est dans un instant. Rencontre avec le club de Père-et-Orade dans les Landes. Journée spéciale mercredi dernier avec une remise un peu particulière. Puis le Focus Club cette semaine est consacré à Sarlat-Marcillac en Dordogne. Meilleure défense la saison passée, toutes divisions confondues. Le club compte bien rééditer cette performance cette saison. Reportage à venir. Et on débute donc comme promis avec la Ligue 2, la 9e journée. Et malheureusement, pas d'effet psychologique depuis l'arrivée de Rué Almeida, le coach des Chamois niortais. Les Chamois qui s'inclinent 3-0 face à Amiens. Du coup, au classement, les Chamois sont lanterne rouge. En revanche, ça va beaucoup mieux pour le Pau FC. Pau qui s'impose 1-0 face à Valenciennes grâce à un but, encore une fois, de Baswamina. Et puis, les Palois qui sortent de la zone rouge grâce à cette victoire. Ils sont désormais 14e. Enfin, Bordeaux s'est imposé à domicile face à Dijon 2-1 grâce à des réalisations de Josh Maja et de Zourab Davitashvili. Les Girondins, 3e du classement derrière Sochaux et Le Havre. On écoute tout de suite Johan Barbet, très heureux de cette victoire importante avant la trêve. On est allé la chercher avec le cœur. Il y en a plein qui avaient des crampes. Stian, il est sorti à la 70e parce qu'il avait des crampes. Moi, j'avais des crampes depuis la 70e aussi, au mollet, aux ischios. Je sens que je manque de compète, ça se voit encore, mais c'était un peu de tout, la pression du premier match, etc. Là, je suis content, c'est fait. Et on est allé la chercher avec le cœur et je suis content pour Zouka parce qu'il vient d'arriver, il a fait un gros match et il est récompensé en première mi-temps, il aurait déjà dû marquer. Et il nous met un but magnifique. Et derrière Guéguet, il nous fait une parade exceptionnelle pour garder la victoire à domicile. Fêter ça avec les supporters, c'est super. Et là, on va partir en trêve, on est contents. Ceux qui vont en trêve internationale, ils vont partir la tête fraîche et on reste en haut du classement et c'est exactement ce que vous voulez, donc c'est top. Le calendrier désormais de la 10e journée de Ligue 2 avec dans 15 jours un déplacement à Metz pour le Pau FC. Niort recevra Guingamp. Bordeaux jouera en match décalé. Ce sera le lundi 3 octobre à 20h45 sur la pelouse de Laval. Toujours du côté de Bordeaux, mais cette fois chez les filles, les Girondines ont ramené un nul de Dijon, un but partout lors de la 2e journée de D1 Arkema. Soyaux s'est incliné à Lyon 2-1 au classement. Maintenant, Bordeaux est 5e du côté de Soyaux. Le club est 9e. On referme la page consacrée au football professionnel avec le néo-aquitain de la semaine. Félicitations à Benoît Badiachil, le joueur né à Limoges et passé par le Limoges FC et qui joue actuellement à l'AS Monaco, a été convoqué pour la première fois de sa carrière en bleu. Il jouera avec l'équipe de France, ce sera face à l'Autriche jeudi 20h45, comptant pour la 5e journée de la Ligue des Nations. La Nationale 2 maintenant avec la 5e journée qui se jouait ce week-end. On vous propose le résumé des matchs des clubs néo-aquitains grâce à Victor Pérez-Boucheron. Duel néo-aquitain pour cette 5e journée de National 2. Le Stade Bordelais recevait Bergerac-Périgord. Après un retard de 15 minutes suite à un problème de filet dans le but bergeracois, le match pouvait enfin avoir lieu. Ce sont les Bordelais qui se montrent en premier dès l'entame de match, mais le ballon est bien capté par Enzo Pochet. S'ensuit la contre-attaque de Bergerac, mais la frappe ne trouve pas le cadre, toujours 0-0. À la 26e minute, l'attaquant bergeracois est lancé en profondeur à la limite du hors-jeu. Hicham Mlad fusille le gardien bordelais, ça fait 1-0 pour Bergerac. Les joueurs du stade bordelais sont mécontents. Au ralenti, on remarque que l'attaquant de Bergerac est en légère position de hors-jeu. Quelques minutes plus tard, Bergerac insiste et essaye de doubler la mise, mais le portier Anthony Loustalo reste vigilant. L'arbitre siffle la pause, 1-0 pour Bergerac à la mi-temps. En deuxième période, le stade bordelais met la pression sur la défense adverse.
Mais le tir de Dominique Burban passe au-dessus des cages d'Enzo Pochet. Quelques minutes ensuite, un bon coup franc pour les hommes d'Erwan Lanuzel, mais belle parade de la part du gardien bordelais. Toujours à 1-0 pour Bergerac. Les visiteurs se font peur sur corner. Le stade bordelais est à quelques centimètres d'égaliser, mais le gardien réalise une magnifique parade. 68e minute de jeu, Bergerac est à l'attaque. Victor Elisalt est à la réception d'un centre venant de la gauche. Il efface son vis-à-vis et trompe le portier bordelais. Ça fait 2-0 pour les Dordognais. 20 minutes plus tard, les locaux bénéficient d'un bon coup franc à l'entrée de la surface. Santiago Forni arrive à tromper le mur et vient réduire l'écart. Les doutes s'installent, ça ne fait plus que 2-1 pour Bergerac. Dans une fin de match houleuse, le stade bordelais insiste pour égaliser mais n'y parvient pas. Score final 2-1 pour Bergerac. Trélissac se déplaçait sur la pelouse de Romorantin samedi. Les joueurs de Hervé Loubat avaient besoin de points ce week-end. Dès la 3e minute de jeu, Trélissac est à l'attaque. L'attaquant est bousculé par le défenseur adverse. Pénalité pour Trélissac. Adama Diakité s'élance, mais son tir ne trouve pas le cadre. Occasion d'ouvrir le score manqué par le numéro 22. 45e minute de jeu, Romorantin bénéficie d'un bon coup franc, bien repoussé par la défense, mais l'erreur du défenseur de Trélissac permet aux locaux d'ouvrir le score. Le portier est battu, 1-0 pour Romorantin à la pause. Rien de marquant dans cette deuxième période. Trélissac insiste en fin de match, mais les joueurs de Hervé Loubat se font contrer. Romorantin en profite et vient doubler la mise pour anéantir les espoirs des visiteurs. 2-0 pour Romorantin, on en restera là. Score final. Angoulême recevait Vierzon samedi pour enfin décrocher une victoire cette saison. Une première période poussive avec peu d'occasions, même si Angoulême prend le dessus sur cette entame de match. Il faudra attendre la seconde pour voir des buts. 64e minute de jeu, coup franc pour Angoulême. Le ballon de Léo Fitchen n'est pas dévié. Le gardien est battu, 1-0 pour les locaux. Les joueurs de David Giguel veulent doubler la mise et c'est chose faite à la 82e minute. Léo Fitchen ajoute un nouveau but à son compteur après un bon centre à l'entrée de la surface adverse. 2-0 pour Angoulême. La première victoire n'a jamais été si proche. Vierzon n'inquiétera plus Angoulême. Victoire à domicile qui va faire du bien à Angoulême-Charente qui se donne de l'air au classement. On récapitule en tableau les résultats de cette 5e journée de National 2 avec la défaite de Trélissac sur la pelouse de Romorantin 2-0. Angoulême-Charente FC a battu Vierzon 2-0. Enfin, le gros coup de cette 5e journée a été réalisé par Bergerac-Périgord qui est allé gagner sur la pelouse du stade bordelais dans le choc néo-aquitain du week-end. Conséquence au classement, Bergerac-Périgord est 5e juste devant Trélissac. Angoulême-Charente, vous le voyez, est désormais 9e. Le stade bordelais est 14e. Et pour parler du bon début de saison de Bergerac-Périgord, nous sommes avec Paul Fauvel, directeur général du club périgourdin. Bonsoir Paul. Bonsoir. Paul, une grosse victoire dans un match 100% néo-aquitain, on le disait, grosse victoire sur la pelouse du stade bordelais 2-1. Alors quand on regarde le tableau d'affichage 2-1, on peut se dire c'est une victoire étriquée, mais selon les observateurs et les médias locaux, c'est une victoire qui ne souffre d'aucune contestation. Ça a dû être une satisfaction pour vous. Oui, c'est un match qui a été sincèrement globalement maîtrisé dans l'ensemble. En première mi-temps, avec un peu plus d'efficacité offensive et de réussite, on aurait pu mener un peu plus large à la mi-temps. Mais malheureusement, c'est qu'on s'est mis le feu sur les 5 dernières minutes après un but concédé sur coup franc. Donc voilà, on se replace dans le classement. Les 5 premiers, c'est important de prendre des points en début de saison. Un derby, c'est jamais facile, surtout face à une équipe Stade Bordelais avec des joueurs revanchards face à nous et des promus. Donc voilà, c'est une bonne opération. Maintenant, on finit un premier cycle de 5 matchs. On va pouvoir entamer à nouveau avec la Coupe de France et accueillir un autre derby périgourdin dans 15 jours. Vous les aviez joués, Paul, en match de préparation, ces joueurs du Stade Bordelais. Vous aviez perdu. Ça a aidé, du coup, que ce soit pour le côté revanche à prendre ou tout simplement pour les avoir bien étudiés lors de cette rencontre? Bon, alors franchement, il n'y avait pas grand-chose de comparable entre le match amical et le championnat. Stade Bordelais a été rentré 2 fois dans notre surface et a marqué 3 fois en match amical. Nous, on a eu des occasions sur lesquelles on n'avait pas pu concrétiser, mais on était en plein cœur de la préparation. C'était le premier match amical que l'on avait. Le stade, c'était leur premier match, donc ils étaient encore frais de la préparation. Donc voilà, c'était pas comparable, mais en tout cas, c'est vrai que
On la connaît cette équipe, on avait joué également l'an passé contre eux en Coupe de France. C'est des joueurs que l'on connaît, que l'on voit jouer régulièrement. C'est vrai que c'est plus simple pour préparer et d'aborder, on va dire, plus sereinement un match et un derby comme celui-là. Vous le disiez, Paul, au classement, 5e après 5 journées. On sait que c'est un championnat qui est réputé très difficile. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle d'être dans le top 5 en ce début de saison. Déjà, ça valide votre préparation et puis ça permet d'entamer un cycle positif. Mais effectivement, c'est le cas parce que tous les points qui sont pris en début de saison sont plus des points à prendre après. Donc, rester dans ce haut du classement permet d'être cohérent, de mettre de la bonne humeur à l'entraînement la semaine, d'engendrer également de la confiance parce que les points et les bons résultats en appellent d'autres forcément. Donc voilà, c'est toujours bien de prendre des points rapidement. Après, la saison est très longue, la poule est très compliquée et très homogène. On voit qu'il n'y a aucun week-end qui se suit et qui se ressemble et tout le monde peut battre tout le monde. Donc voilà, ça va pas être simple cette année, honnêtement. Mais en tout cas, être 5e maintenant permet de concrétiser, de bonifier une bonne préparation estivale et un recrutement qui pour l'instant s'avère globalement réussi. Et la preuve de cette difficulté du championnat et des matchs un peu au couteau chaque week-end. Dès la prochaine journée, vous allez jouer encore un club néo-aquitain, Trélissac, en plus qui vous colle au classement. Donc là, c'est pareil, ça va être un match important à négocier. Exactement. Trélissac, par exemple, a réussi un super début de saison et qui, bizarrement, perd contre une équipe de Romorantin qui, pour nous, on pensait être à leur hauteur, mais c'est comme ça, ils vont revenir revanchards, du coup, de pouvoir rattraper les points qu'ils ont laissés en route contre cette équipe de Romorantin. Nous, en tout cas, on est content de les recevoir, devant un public qui sera, je l'espère, nombreux, un vendredi soir. C'est toujours un match plaisant, surtout cette année, Trélissac cherche à jouer, à faire du football, avec un coach qui prône cette mentalité, donc ce sera forcément un match agréable, un bon derby Périgourdin, dont les Périgourdins en raffolent également. Donc voilà, c'est important pour nous de relancer un nouveau cycle après la Coupe de France et de pouvoir enclencher 4-5 matchs avec des objectifs sont fixés sur ces cycles de 4-5 matchs effectivement. Alors justement, la Coupe de France, avant de se quitter, Paul, vous avez forcément suivi. D'ailleurs, vous étiez très nombreux à suivre le tirage sur la page Facebook de l'FNA TV. C'était l'apparition des clubs de National 2 pour ce 4e tour de Coupe de France, donc vous en faites partie. Tirage pas évident hein, sur le papier, ça peut paraître accessible, mais aller à Fétia, club de R1 sur leur terrain, c'est typiquement le match piège, ça. Alors, nous, on a tiré Marraine. Marraine, pardon, en R3. Marraine, excusez-moi. Donc c'est Marraine R3 du coup. C'est vrai que ça arrive d'être pas un match facile, hein, honnêtement, pour un match un samedi soir là-bas à 19h. Nous, on n'a qu'une trousse cette saison, c'est de passer pour le compte service, quoi, globalement. Donc on va devoir être très sérieux. En tout cas, je sais qu'il n'y aura pas de rotation dans l'équipe. On va l'aborder comme un match classique de championnat. Et on ne va absolument pas manquer de respect à un adversaire ou autre chose. Quand on voit que l'an passé, on est capable d'éliminer Saint-Etienne, mais l'inverse peut être vrai. Hein. Un club de R3, de R2, de R1 en district peut éliminer un club de N2. Donc il faudra qu'on soit très sérieux par rapport à ça. En tout cas, on va bien travailler cette semaine. On va analyser également cette équipe de Marraine pour qu'on puisse être le plus près possible, on va dire, samedi soir pour cette entrée en Coupe de France qui nous tient vraiment à cœur chaque année. Et on vous souhaite évidemment bonne chance, le meilleur pour cette saison qui a bien débuté. Merci beaucoup, Paul, d'avoir accepté de répondre à LFNA TV. Merci à vous. Vous l'avez compris, lapsus révélateur pendant cette interview, puisque Fétia jouera bien contre Trélissac et Bergerac face à Marraine. Le calendrier de la 6e journée de National 2 maintenant, avec un déplacement aux Herbiers pour Angoulême-Charentes. Ce sera le vendredi 30 septembre à 19h30. Bergerac-Périgord recevra Trélissac. Enfin, le samedi 1er octobre à 19h, le stade bordelais accueillera la réserve du SCO Angers. Ça, c'était pour la Nationale 2. On passe désormais à la Nationale 3 avec les résultats de la 3e journée en tableau. La victoire 2-1 du CA Neuville face à l'Aviron Bayonnais. Victoire 1-0 pour le Stade Poitvin contre la réserve des Chamois niortais. Le carton de Libourne contre l'US Lèche Cap Ferré. Victoire 6-1. 2-1 pour la réserve des Girondins sur le terrain de l'ES Guérétoise. 2-1 également pour Porte Entre-deux-Mers sur la pelouse de Châtellerault. 4-2 pour Chauvigny du côté des Genêts d'Anglet. Et puis 2 buts partout entre le Stade Montois et la réserve
du Pau FC. Je vous le disais, l'Océan Neuville a battu l'Aviron Bayonnais 2-1 et on file tout de suite du côté du district de la Vienne où on retrouve avec grand plaisir le président du CA Neuville, c'est monsieur Christian Poirot. Bonsoir Christian. Bonsoir. Christian, merci d'avoir accepté l'invitation de l'FNA TV. On suppose qu'en tant que président, ça a dû être un match pas forcément facile à vivre au niveau stress et émotion en fin de rencontre, parce que vos joueurs ont marqué 2 fois dans les 10 dernières minutes. Quand on est en tribune, Ouais, forcément, on n'a pas la possibilité d'être sur le terrain comme les joueurs. Pour un président, c'est toujours compliqué. ça c'est clair. En plus de ça, bon, on attendait ce match avec impatience parce que bon, on avait besoin d'une première victoire. Et on a eu une première mi-temps plutôt très engageante et enthousiasmante parce que le ballon circulait des deux camps. On va dire qu'à la mi-temps, le match nul est logique. Cependant, intérieurement, on aurait préféré rentrer au vestiaire avec un point, enfin avec un but d'avance. Votre coach a déclaré Neuville a fait du Neuville. Alors ça veut dire quoi, président? C'est le fait de ne rien lâcher, c'est le fait d'y aller avec les tripes, c'est quoi Ouais, je faire du pense. Neuville? Je pense, parce que bon, d'abord, on est le petit poussé, ou du moins un des petits poussés de cette poule, avec on va dire le plus petit budget. On a des joueurs plutôt talentueux, mais on n'a pas de leader. Et c'est l'esprit vraiment qui règne dans cette équipe, c'est cette convivialité qui fait une solidarité exemplaire. Et de ce fait, bon, bah, on fait d'une ville. Encore, je répète, on n'a pas spécialement un ou deux ou trois joueurs leaders d'un niveau particulièrement plus élevé. Tous les joueurs sont du même acabit. Donc, lorsqu'on fait du Neuville, bien sûr, on essaie de faire le, le mieux que l'on puisse faire au niveau football, techniquement. Mais par contre, il nous faut avoir également une certaine solidarité. Voilà. Bon, ça part déjà par le fait que moi, le premier, je tiens à cette famille qui est l'équipe de Neuville au Poitou. Et c'est vrai que quand on fait du football, lorsqu'on dit on fait du football, on fait du Neuville, bon, c'est tout un ensemble. Hein, euh, c'est le football associé justement à de la générosité, quoi. Et pour l'instant, ça paye puisque vous êtes invaincu, certes, après 3 journées, mais ce qui est pris n'est plus à prendre, président. C'est un championnat très compliqué. Il y a pas mal de descentes cette saison. C'est toujours bon de prendre un bon départ comme ça. Bah, c'est clair que euh, avec les 4 descentes qui sont annoncées, bah, si on peut faire le même chemin parcouru l'an passé et terminer dans la même position, ce sera très très bien. Alors bien sûr que comme c'est une deuxième saison et qu'on est plutôt des challengers et que l'on aime ce côté un peu de gagnant, comme toutes les équipes d'ailleurs, hein, on y va tous pour gagner. C'est vrai qu'il vaut mieux débuter correctement. Alors c'est vrai qu'on avait fait 2 matchs nuls et vraiment rien à dire, quoi, parce que si l'on avait gagné, on aurait, entre autres à Pau, ça aurait été un hold-up. On aurait pu dans les dernières minutes. Cela dit, un match comme celui de samedi dernier, on va dire, pour ma part, si je dois faire une comparaison au niveau football, je pense c'est équitable. C'est équitable. On a rencontré pour l'instant 3 équipes qui, on va dire, ne sont pas extrêmement supérieures à la nôtre. On a sans doute des automatismes à travailler, mais sur le fond est toujours là, quoi. L'esprit est toujours là. Voilà.
faudra l'esprit Neuville en coupe également, puisque cette semaine, on a suivi le tirage au sort du quatrième tour. Président, vous allez jouer un club de R3. Cerisé, match piège selon vous. Je sais que souvent les présidents se méfient. C'est un match qu'il faudra aborder avec beaucoup de sérieux. Ben là, c'est clair. En plus de ça, les Deux-Sèvres nous sourient pas et nous ont joué des tours dans les années passées. Donc, rien n'est fait, quoi. Hein. Maintenant, j'essaie d'espérer que le piège ne sera pas pour nous cette fois-ci et que on peut nourrir des espoirs d'un beau parcours, d'un long parcours, puisque c'est vrai que la Coupe de France apporte quand même beaucoup de joie et apporte beaucoup de satisfaction. Et on vous souhaite évidemment le meilleur, que ce soit en championnat ou en coupe. Merci beaucoup, Président. Eh ben, écoutez, merci également et bon, wait and see. Les conséquences au classement de cette troisième journée de National 3 avec le leader incontesté, le Stade Poitvin. 3 victoires en 3 matchs et 9 points donc pour Poitiers qui devance le FC Libourne ou encore l'US Chauvigny. À la 7e place, on retrouve les Genêts d'Anglette juste derrière le CA Neuville. Et puis dans le bas de tableau, 12e le Stade Montois, 13e Châtellerault, 14e et Lanterne Rouge, un peu comme en Ligue 2. Décidément, ça va mal pour les Chamois niortais. Le calendrier maintenant de la 4e journée de National 3 avec le 1er octobre, le match entre Chauvigny et Châtellerault. L'Aviron Bayonnais recevra le Stade Montois. L'ES Guérétois se déplacera du côté du Stade Poitvin, le leader. Porte-Entre-deux-Mers face au FC Libourne. Les Genêts d'Anglette en déplacement sur la pelouse de la réserve du Pau FC. Les Girondins de Bordeaux, équipe 2, joueront le CA Neuville. Et puis le match entre la réserve des Chamois niortais et l'US Lège Cap-Ferré qui aura lieu le 2 octobre à 15h. On passe tout de suite à la Coupe de France avec le tirage au sort du 4e tour qui a eu lieu cette semaine du côté du siège de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine à Puy-Moyen. Vous avez été très nombreux d'ailleurs à regarder ce tirage au sort en direct sur la page Facebook d'LFNA TV. Nous, on vous emmène maintenant dans les coulisses de ce tirage au sort grâce à un reportage signé Florian Sabatier pour LFNA TV. Dornan, Villena, Mérignac. Tous ceux qui sont le plus excentrés. Les deux Mérignac, tu peux mettre, non non, on va les séparer. Surtout à partir du quatrième tour, même troisième aussi, quatrième tour où les National 2 rentrent. Alors il se trouve que nous avons 4 équipes de National 2 dans notre ligue. Donc on fait en sorte de faire 4 groupes et de les répartir dans les différents groupes. Je pense que la commission, alors c'est sous leur égide, je pense qu'ils ont réparti également les N3. Ils essaient de répartir aussi les R1, les R2 pour que chaque groupe soit de même niveau, égal en force. Voilà. Après c'est pas toujours facile parce que des fois il y a des trous. Il y a des secteurs où il y a pas beaucoup d'équipes, donc ça oblige parfois à faire des kilomètres. Il y a des endroits où il y a beaucoup de régional 1, par exemple, d'autres il y en a très peu, donc bon, il y a des groupes qui peuvent être plus faibles, en guillemets, je veux dire, par rapport aux divisions que l'autre. Voilà. Après, on arrivera au 5e tour après, on fait le nombre de groupes qu'on veut aussi, mais en général, c'est 2 ou 3 5e groupes. Par contre, le 6e tour, on a l'habitude de faire un groupe unique, c'est-à-dire c'est un tirage intégral, du nord au sud de la Ligue. Voilà. Mais bon, sur le règlement de la Coupe de France, il est mentionné qu'on fait le nombre de groupes qu'on veut, maxi 2, quoi. Donc on peut faire 1 ou 2 groupes. Nous, on a l'habitude de faire un groupe. Vous avez vu comment on travaille, vous avez assisté à la réunion et vous avez vu que c'est loin d'être simple. Entre les petites erreurs qui peuvent arriver, un ticket qu'on a égaré dans un groupe ou pas dans l'autre, vous voyez, il faut tout recommencer. C'est pas évident, c'est pas simple à faire.
surtout pour essayer de respecter une forme d'équité. Mais c'est d'abord un gros travail, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant on avait fait la Coupe d'Aquitaine, et la Coupe d'Aquitaine c'était, je ne sais pas dire de bêtises, mais il y avait 200 clubs. Donc vous voyez, on est là depuis 10 heures ce matin, hein, c'est pas une mince affaire tout ça. Et bon, on essaye, comme je vous dis, on essaye dans la mesure du possible de faire un truc le plus équitable possible. Des fois on ne peut pas, on n'y arrive pas, on n'a pas la solution, parce qu'il y a un club qui est excentré en haut de la Corrèze, ou en haut de la Gironde, ou dans le sud, dans les Pyrénées, ou les Pyrénées-Atlantiques et tout ça. Donc c'est des fois difficile. J'ai le souvenir de tirages qu'il y avait eu où Bressuire, en Coupe de France, avait été Anglet ou un club de Corrèze. Donc ça, c'est pas évident. C'est loin d'être évident. Sur le tirage, en fait, évidemment, ça alimente beaucoup de discussions. Tout le monde parle du tirage et du tirage. Est-ce qu'il y a un bon tirage? Moi, je trouve en fait que c'est forcément un bon tirage, puisque déjà on a le plaisir d'arriver au 4e tour, que si on tire une équipe en fait qui est assez proche de nous sur le niveau, bah, ça nous donne des chances et ça c'est hyper motivant. Et puis si on tire une équipe qui est largement au-dessus, bah, ça fait chez nous un match de gala et un souvenir pour tous les joueurs qui garderont, donc c'est très chouette. Alors nous on est tombé sur La Rochelle, une équipe de R1. Là l'écart est assez énorme puisqu'on est en départemental 3 et donc on est plus dans le match de gala, mais on va se dire qu'on va jouer le match. Voilà. Ah, ils sont beaux, on les a aperçus un peu dans le carton et tout, etc. Mais c'est vrai que les maillots en fait, de Coupe de France chez les joueurs, c'est toujours légendaire. Parce qu'en fait, il faut atteindre le 4e tour pour l'avoir. Que nous, dans nos clubs de Détroit, il y a peu de joueurs qui ont connu des niveaux largement au-dessus, qui ont eu l'occasion d'arriver déjà à ce 4e tour. Et donc, par exemple, c'est toujours un événement quand un joueur sort un maillot de Coupe de France qu'il arrive avec à l'entraînement. Tout de suite, voilà, c'est un rêve pour tous d'avoir les maillots. Et donc, voilà, on est très contents de les avoir. Ils vont les porter et les reporter longtemps, je pense. Effectivement, je suis venu avec un de mes collègues et on avait quand même la pression, effectivement, parce que c'est pas trop notre habitude, ce genre de tirage. D'habitude, on ne passe pas autant de tours et on a fait le déplacement justement pour vivre ça. Et on aimerait bien y revenir, donc en espérant qu'on soit au prochain tour. Bon, là, il va falloir être costaud quand même. Il faut rester humble, mais ça laisse oui, quand même une petite pression. Et puis tous les joueurs étaient connectés ou ont eu le résultat en même temps que nous. Donc bon, c'est plutôt une belle ambiance quoi, qui se précise. Oui, c'est ça. Enfin, le but, et puis je l'espère, c'est de ne pas prendre la méga fessée. Surtout chez nous, bon, le but c'est de les embêter un maximum et puis de surtout bien sortir quoi. Si on doit sortir, que ça soit avec les honneurs. Et puis si par chance parce que bon, la coupe c'est ça aussi, il faut un peu de chance, il faut un petit peu de grinta et si avec un peu de chance on peut les ennuyer plus fort que ça et aller un petit peu plus loin, et on prendra avec plaisir. Le 14 septembre dernier, la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine organisait la journée régionale des labels fédéraux 2022, un événement dans les locaux du club de Pereiro-Rade Sport Football. Une journée festive qui récompense le travail exceptionnel des bénévoles et des éducateurs auprès des jeunes. Florian Sabatier s'est rendu dans les Landes pour LFNA TV. Pour moi personnellement c'est une grande fierté. Comme je disais, c'est l'aboutissement d'un long travail de la part de nos éducateurs. Après le club cherche constamment à faire évoluer les éducateurs à travers les formations. Chaque année proposer le plus de formations possible.
pouvoir encadrer nos jeunes et pouvoir évoluer. La récompense des labels, c'est le travail pour ça. On souhaitait se tourner aussi vers les labels jeunes et jeunes féminines, puisqu'on a une nouvelle section féminine, et pouvoir proposer donc justement aux gens qui souhaiteraient accéder à notre association un gage de sérieux, voilà, tout simplement. Et puis ça nous a permis aussi de se rendre compte que cette structuration que l'on a été obligé de faire pour obtenir ces labels, en fin de compte, on n'était pas très loin parce qu'on faisait beaucoup de choses comme il fallait les faire, pas forcément bien formalisées, mais qu'on était vraiment dans les clous. Et aussi, le projet éducatif fédéral a permis de faire comprendre aux éducateurs, aux licenciés, à l'ensemble des adhérents que dans une association sportive de football, on ne fait pas que du football, on ne fait pas que des entraînements et des matchs. J'ai surtout, on va dire, conclu le travail qui est fait depuis de longues années au sein de Peyrade. C'est un travail qui est fait avec des bénévoles au quotidien, chaque semaine, chaque mois, voilà, auprès des jeunes footballeurs de l'école de foot de Peyrade. J'ai juste, on va dire, accompagné le club à formaliser les documents nécessaires pour la labellisation du club, que ce soit le label jeune et le label féminin. Maintenant, voilà, le plus gros du travail a été fait par le club, les dirigeants, les bénévoles, les éducateurs. Moi, mon travail, ça a juste été de la formalisation des documents et de leur faire prendre conscience qu'ils étaient labellisables. Cette mise en avant pour nous, ça donne un peu de baume au cœur à tous les bénévoles. Ça veut dire qu'on est reconnu quelque part, que tout ce qu'ils font au quotidien, parce que c'est vraiment un engagement quotidien. Il y a une trentaine d'éducateurs pour encadrer l'école de foot masculine et féminine. Il y a une vingtaine de dirigeants aussi pour faire tourner le club. C'est vraiment important en quantité. Et donc ça donne encore un peu plus de courage pour aller essayer d'en faire rentrer d'autres, des bénévoles supplémentaires pour venir aider, parce qu'il y a toujours besoin bien entendu. Et donc voilà, ça va dans ce sens-là, c'est une reconnaissance qui, même si matériellement ça ne va pas nous apporter grand-chose, c'est plus dans la dynamique et dans la reconnaissance. Nous sommes tenus maintenant par l'évolution des besoins et des demandes. Nous avons l'obligation de formation des éducateurs, la formation aussi qui devrait se mettre en place des dirigeants. Et toutes ces petites choses qu'on pourrait dire isolées font un seul groupe pour chaque club et dire on avance. Et nous, même club moyen, eh bien, on va avancer. On est dans une petite commune où le rugby est numéro 1, notamment dans le sud-ouest. Mais nous, football, on existe. On existe à notre niveau, sans prétention particulière, mais on avance. Et la Ligue, le district des Landes et la Ligue de Nouvelle-Aquitaine aident à tous ces clubs à avancer. Il y a à la fois ceux qui vont aller sur un parcours linéaire et ceux qui vont passer par un parcours peut-être un peu plus compliqué. Mais forcément, s'ils sont dans un club amateur qui bosse très bien, ils vont pouvoir raccrocher le wagon du professionnalisme. Donc du coup, forcément, on est très attentif à ce que les clubs soient le mieux structurés possible, que l'éducateur soit de très bonne qualité. Les bénévoles, on n'en parle pas ou on en parle justement parce que il faut qu'ils soient présents et parfois il peut y avoir des problèmes qu'on a pu voir ici. Donc l'idée, c'est un tout. C'est pas le monde amateur versus le monde pro. Non, non, c'est un tout. Le monde pro a forcément ses racines, sa base au niveau des clubs amateurs. Donc il faut de la qualité à tous les étages, tout simplement.
Le dernier reportage de cette 56e émission d'LFNA TV consacré maintenant au club de Sarlat-Marcillac, un club pensionnaire du district de Dordogne-Périgord, vous l'avez compris, et qui évolue en Régional 2, un club qui a marqué les esprits la saison dernière, n'encaissant que 5 buts, l'une des meilleures défenses, tout championnat confondu, un exploit collectif qui méritait la lumière des caméras d'LFNA TV. Vous allez le voir, un but exceptionnel à ne pas manquer durant ce reportage. Après, ça fait plaisir de revenir sur les terrains. Je vais revenir vite fait un peu sur la saison dernière et sur le fameux 5 buts qu'on a pris. En fait, on parle beaucoup un travail défensif, mais en fait c'est un travail défensif collectif. C'est pas les défenseurs, c'est l'ensemble de l'équipe. À partir des deux attaquants, c'est un bloc équipe qui bouge, qui va récupérer le ballon. Et là, c'est un travail de 2 ans qu'on a mis en place. Et je remercie les joueurs et leur implication et leur écoute et d'être patient avec moi. Voilà. Alors, quelque part, un président n'y est pas pour grand-chose. C'est plutôt son coach et sa philosophie de jeu. Imad a cette philosophie qui, c'est vrai qu'il presse très vite le ballon quand on perd le ballon. Donc derrière, c'est vrai que ça ouvre peu de possibilités aux équipes adverses de pouvoir venir et nous chatouiller. Donc c'est vrai que je pense que tout vient de là en fait. C'est une philosophie du gardien jusqu'à l'attaquant de pointe, ça peut défendre et voilà, et c'est ce qu'il fait. Et ils l'ont bien fait. Voilà, je félicite mes joueurs, mon coach et le staff et même les staffs de tout le club pour avoir mis cette philosophie en place. Alors justement, on pourrait croire effectivement que certaines équipes, alors moi je pense qu'effectivement beaucoup d'équipes qui prennent des buts justement se recroquevillent sur elles-mêmes, alors que la philosophie de jeu d'Imad et des joueurs de l'équipe première et même de l'équipe B, hein, c'est pareil, ça découle sur toute l'équipe, les équipes seniors et on apprend ça aussi au plus jeune âge, c'est qu'en fait, dès l'instant où, comme il disait, à la perte de balle, il faut aller chercher le ballon. Et c'est vrai que de ce fait-là, c'est que vous bloquez quand même beaucoup d'espace. Donc je pense que derrière, ils ont laissé peu d'espace à leurs adversaires, à nos adversaires. Et je pense que c'est de là qu'on a réussi à avoir que nos 5 buts encaissés. Non, c'est juste qu'il va faire le tour, les gars. Hop, doucement. Début de cette rencontre de Régional 2 entre le FC Sarlat-Marcillac et l'Union Saint-Bruno. On se rapproche des 15 premières minutes et suite à une erreur défensive des visiteurs, l'attaquant sarladais tombe dans la surface. L'arbitre n'a aucun doute et désigne le point de pénalty. Une offrande que va concrétiser Alexandre Solmon pour l'ouverture de la marque pour les promus. Alexandre Solmon. Mais l'Union Saint-Bruno va réagir très rapidement sur un coup de pied arrêté. Nahil Chabi dépose un bon ballon sur la tête de Nabil Auré qui vient égaliser 5 minutes après le but concédé. Nous sommes dans les 15 dernières minutes de la première période et sur un coup franc excentré, le FC Sarlat-Marcillac n'est pas loin de reprendre l'avantage. Les Salardais insistent mais cette fois-ci les visiteurs parviennent à s'en sortir grâce à 2 arrêts de leur gardien. Toujours bien lancé dans la profondeur, Alexandre Albi bute de nouveau sur l'ultime rempart. Fin de cette première période où les deux équipes se quittent dos à dos. Au retour des vestiaires, l'intensité va baisser, mais le FC Sarlat-Marcillac va se montrer tout aussi dangereux. Une première tentative qui ne trouvera pas le cadre. Nous arrivons dans les 15 dernières minutes et Alexandre Solmon ne parvient pas à trouver le cadre. Les joueurs d'Imad Belfoul manquent d'efficacité devant le but. Une aubaine pour l'Union Saint-Bruno qui parvient à récupérer un ballon au niveau du rond central. Nahil Cheibi
voit le gardien avancer et tente sa chance. Il inscrit l'un des buts du week-end à quelques minutes de la fin de la rencontre. Fin de ce match et c'est l'Union Saint-Bruno qui s'impose sur le score de 2-1 à Sarlat. Il y a l'efficacité, après, bon, je ne vais pas vous cacher, il manque 3 joueurs de l'équipe par rapport à l'année dernière, et après il y avait 3 joueurs qui pouvaient faire la différence. Après c'est comme ça, ceux qui étaient là, ils ont fait le taf, on peut faire mieux, et après voilà, c'est comme ça, il faut continuer à travailler, il ne faut pas baisser la tête, et on va y arriver. Avant de se quitter, pour être tout à fait complet, un mot de futsal avec le Trophée des Champions. C'était samedi, la victoire nette sans bavure de Saint-Médard balle-pied 7-0 face à Aulnay Futsal. Félicitations donc au club de Saint-Médard. LFNA TV numéro 56, c'est désormais terminé. Je remercie à l'édition Clément Darbieux et Florian Sabatier. Merci à Baptiste Cochelin à la réalisation. Merci également à l'édition à Victor Pérez-Boucheron. On se retrouve lundi prochain à la même heure pour le numéro 57. D'ici là, bonne semaine à tous et n'oubliez pas, professionnels ou amateurs, le foot, ça reste un jeu.